Nuances et Sciences, le podcast dédié aux étudiants en médecine, où nous explorons ensemble les mystères de la science et les dernières avancées médicales, pour alimenter ta passion et enrichir tes connaissances. Bienvenue, je suis très content de faire ce podcast, et comme d'habitude on va suivre le même fil rouge. D'abord, je commencerai par parler un petit peu de mon mois, qu'est-ce que j'ai fait pendant ce mois-ci, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'aimerais te transmettre avec cela. Ensuite, euh, comme à mon habitude, je parlerai de l'actualité et d'un sujet technique. Dans ce podcast-là, le sujet technique et le sujet d'actualité seront couplés. Je vais parler du jeûne intermittent et le risque cardiovasculaire qu'il pourrait entraîner. C'est une étude récente qui a été publiée et donc tu as peut-être été au courant parce elle a fait du bruit sur les réseaux et dans la presse. C'est pour ça que je l'aborde. Et puis voilà, on aura fini. On dirait qu'il n'y a pas grand-chose, mais ça va être un podcast assez long en réalité. Alors déjà, au niveau de mon mois, j'ai fait quelque chose d'assez important ce mois-ci. Quelque chose que je fais qu'une fois dans cette année universitaire, c'est un stage. En médecine, on fait de nombreux stages au cours du cursus, mais en deuxième année, en tout cas à Lille, on n'a qu'un stage d'une semaine sur toute l'année universitaire. Donc moi, j'ai fait mon stage en hématologie. L'hématologie, c'est pas ma spécialité préférée, mais c'est une spécialité quand même intéressante. Euh, donc c'était plutôt pas mal pour ça. Par contre, j'ai pas trop aimé mon stage quand même, pour diverses raisons. En fait, moi j'ai besoin d'être utile quand je vais dans un monde professionnel comme celui-là. Et en tant qu'étudiant en deuxième année de médecine, on est vraiment inutile. C'était vraiment un stage d'observation. Donc vraiment j'ai quasiment rien fait de ma semaine. On va voir les bons côtés. Les bons côtés, c'est que j'ai appris à, à faire un examen physique d'un patient, mais c'est tout. C'est tout ce que j'ai fait. Après, c'était vraiment que de l'observation et de l'ennui. Donc voilà, c'est pas foufou. En fait, c'est difficile de- d'être utile en tant qu'étudiant en deuxième année de médecine, et donc c'est difficile qu'on nous donne des tâches à faire, à part aller chercher un papier ou quoi que ce soit. Du coup, on se sent un peu inutile et on s'ennuie toute la semaine. Ce qui n'était pas le cas de mon premier stage que j'ai fait en fin d'année de première année de médecine, où là, on était euh, pas avec les médecins, donc on était avec les ASH, donc comment on dit, bon, en tout cas celles qui s'occupent de l'environnement du patient, comme le nettoyage, changer les draps, etc. On était avec les infirmières et les infirmiers, bien sûr, et les aides-soignants, aides-soignantes. Du coup, les tâches de ces professionnels de santé sont un petit peu plus accessibles que celles des médecins. Donc, en tant qu'étudiant, on pouvait faire pas mal de choses et on se sentait plutôt utile, même si ça s'éloignait grandement du métier pour lequel on fait ces études-là. Voilà pourquoi j'ai préféré ce premier stage. Sinon, j'ai un petit tips pour les étudiants en médecine qui, comme moi, se sentent un petit peu inutiles en stage, et j'espère que avec les années, ça va ne plus être le cas. Normalement, c'est comme ça que ça devrait se passer. Mais pour le moment, en tant qu'étudiant en deuxième année de médecine et en tant qu'externe, je pense qu'on va pas faire grand-chose et qu'on va passer beaucoup de temps à juste observer et s'ennuyer. Évidemment, ça va dépendre de- des services dans lesquels on va.
Parce qu'en fait, je crois que ce qui détermine le plus notre utilité, en fait, finalement, c'est le nombre de personnel dans un service. J'ai entendu des gens dire, donner leur expérience vis-à-vis de leur stage, et ils étaient dans des stages où le personnel était manquant. Et dans ce cas-là, forcément, on est utile puisqu'il manque de personnel, donc il faut bien trouver des gens pour faire quelque chose. Ou bien dans des services tels que les urgences, où il y a beaucoup de choses qui se passent, il faut être rapide, etc. Donc on peut avoir besoin de toi. Sinon, autrement, eh bien, c'est juste de l'observation. Et je pense que c'est pas comme ça qu'on apprend le mieux. C'est sûr qu'il faut passer par là, observer la réalité des choses, mais on apprend bien mieux en pratiquant. Donc du coup, mon petit tips, et que j'ai aussi appliqué ce mois-ci, c'est de participer à des associations dans le monde médical où, en tant qu'étudiant en médecine, tu peux forcément être utile puisque c'est du bénévolat et tu t'es forcément utile si tu vas dans une association, tu t'es pas là forcément pour apprendre, donc forcément tu ne vas pas observer. Donc qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci? J'ai participé à un événement de l'association Agir pour le cœur des femmes. C'est une association qui essaye au maximum de réduire les inégalités entre les hommes et les femmes vis-à-vis des maladies cardiovasculaires, parce que selon cette association, les femmes seraient plus à risque de maladies cardiovasculaires. Enfin, c'est pas vraiment ça, mais il y a certains risques auxquels les femmes sont spécifiquement exposées. Du coup, ils organisent des, euh, des, euh, des événements, là en l'occurrence, c'était une sorte de parcours pour le dépistage des maladies cardiovasculaires, du coup, que chez les femmes. Donc c'était hyper intéressant. On s'est senti vraiment utile. Il y avait beaucoup d'étudiants. J'ai appris à faire un ECG. C'était la première fois, donc un électrocardiogramme. C'était hyper intéressant. J'ai vraiment parlé avec des patients. J'ai conduit des interrogatoires avec des patients. J'ai fait des dextros, donc c'est pour calculer plutôt mesurer la glycémie au niveau capillaire. Pareil pour les triglycérides et le cholestérol, des bandelettes urinaires. Enfin, j'ai fait plein de choses que je n'avais jamais faites, qui semblent plutôt simples, mais franchement, vu que c'était la première fois pour moi, c'était assez stimulant. Euh, donc voilà, je recommande fortement pour ceux qui sont du même avis que moi et qui n'ont pas bien vécu leur stage, de faire ce genre de choses où on peut apprendre plein de choses et tout en restant dans le domaine médical et se sentir utile. Franchement, c'est ça qui m'a réconcilié. J'étais vraiment triste de ne pas m'être senti utile pendant ce stage. Donc voilà. Sinon, il y a des gens qui ont répondu la dernière fois à mon questionnaire. Ça fait plaisir, c'est la première fois que vous répondez, que tu réponds. Et la question était la suivante. Es-tu d'accord avec l'incorporation de la loi pour l'avortement dans la Constitution? Et vous avez été 100% à répondre oui. Donc c'est assez unanime. Et écoute, je suis d'accord avec toi si tu as répondu ça. Donc voilà, continue à répondre au questionnaire. J'en ferai également un à la fin de ce podcast-là. Il y en aura un pour chaque podcast. Et merci beaucoup pour tous ceux qui y participeront. Ça fait vraiment plaisir. Donc on va aborder le sujet technique. Je t'invite à regarder sur ton téléphone puisqu'il y a des illustrations que j'ai décidé d'apporter pour ce podcast pour plus de facilité. Après, ça reste un podcast, donc tu peux tout à fait ne pas regarder les illustrations et ça fera l'affaire. C'est juste beaucoup plus simple en faisant comme ça.
Le podcast sera également dispo sur YouTube, je pense. Je verrai bien, mais normalement, je vais le publier également sur YouTube pour que ce soit un support visuel. Donc, hop là, le jeûne intermittent et le risque cardiovasculaire. Donc là, je vais faire une formation à l'esprit critique en recherche scientifique pour le grand public. Ok ? Donc je vais d'abord dire pour moi sur quoi il faut mettre l'accent pour critiquer une recherche scientifique, savoir si elle est bonne ou mauvaise, si elle est fiable ou non, avec des choses assez simples qui sont accessibles à tout le monde. Et ensuite, on va prendre l'exemple de l'étude qui s'appelle Association of 8-Hour Time Restricted Eating with a All-Cause and Cause-Specific Mortality, qui a été présentée par American Heart Association. Donc cette étude a trouvé une association entre le temps de restriction à 8 heures pendant lequel on mange, donc en gros un jeûne intermittent de 16 à 8 heures, avec la maladie cardiovasculaire. Donc pour commencer, j'ai listé 4 ou 5, je ne sais plus, 4 ou 5 critères qui vont permettre de produire un score qui ensuite permet donc d'évaluer si une étude est fiable ou non. Ok ? Donc avant de commencer, évidemment, dès qu'on apprend la survenue de quelque chose dans la presse, sur les réseaux, etc., la première chose à faire, c'est d'aller voir les sources. Parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent sur les réseaux, et pareil dans la presse, même la presse très réputée, qui parfois n'est pas correcte. Donc la moindre des choses, c'est d'aller remonter aux sources. Pour cela, comment on fait dans le monde médical ? On va voir l'étude scientifique en question. Comment on accède à l'étude scientifique ? Eh bien, il faut la rechercher dans un moteur de recherche particulier, pas dans Google. Il faut le rechercher dans Google Scholar. Donc en gros, c'est le Google, mais pour les étudiants, pour les chercheurs, etc. Donc, Google Scholar, où il y a des études, non pas que en médecine, mais dans plein d'autres domaines. Ça regroupe toutes les études scientifiques. Et plus spécifiquement en médecine, il y a PubMed, où on peut trouver de nombreuses études scientifiques. Maintenant, juste des petites généralités par rapport aux études scientifiques pour ne pas se retrouver perdu. Une étude, elle dispose de plusieurs parties. En fait, ça ne se lit pas de haut en bas, ça se lit en naviguant de partie en partie en fonction de ce qu'on recherche. Donc, souvent on utilise l'acronyme IMRAD pour désigner les différentes parties d'une étude scientifique. I pour Introduction, M pour Methods and Material, donc méthode et matériel, R pour Results, donc les résultats, A pour End, donc et D pour Discussion. On a également d'autres rubriques en réalité. D'abord la première, ça serait en général l'abstract. En gros, c'est un résumé de l'étude. Il permet de lire en quelques lignes si l'étude qu'on va lire correspond à ce qu'on recherche en fait. Ensuite, dans l'introduction, on a quelques généralités, le contexte, les consensus scientifiques sur le sujet. Ensuite, dans méthode et matériel, on a comment l'étude a été conduite, quel matériel a été utilisé. Donc le matériel, c'est pas forcément des objets, ça peut concerner les humains. C'est considéré comme du matériel du point de vue scientifique. Et puis les méthodes statistiques qui sont utilisées, tout ça. C'est vraiment la rubrique qui est la plus intéressante pour évaluer la fiabilité d'une étude scientifique. Cependant, on ne va pas l'utiliser dans mon score
parce que il faut avoir un certain niveau, avoir certaines connaissances pour pouvoir analyser ce genre de choses. Et comme j'ai dit, c'était une formation pour le grand public, donc on n'abordera pas cela, en tout cas maintenant. Après, ça dépend, peut-être que je ferai un podcast plus approfondi là-dessus, ça dépend de votre avis. Ensuite, dans la rubrique des résultats, on a donc les résultats qui sont présentés de manière très objective, très froide, sans aucune interprétation. Et puis, la dernière rubrique, c'est la discussion. Et ensuite, là, c'est en gros prendre les résultats, les mettre dans leur contexte, les nuancer, les comprendre, etc. Ça va être dire les forces et les faiblesses de l'étude en question. Ça va être faire des hypothèses. En fait, ça va être vraiment discuter des résultats et essayer de les comprendre. Et après la discussion, il y a aussi quelques rubriques comme la conclusion qui parfois est couplée avec la discussion. Ça peut se trouver dans la même rubrique. Après, on a les reconnaissances, c'est-à-dire par exemple un auteur qui dédicace ça à son fils ou je ne sais quoi. Et ensuite, on a les références. Donc les références, c'est très important. Il faut qu'il y ait des références dans une étude scientifique parce qu'elles se basent forcément sur des données qui ont déjà été acquises. Et pour cela, il faut toujours donner les références. Donc si tu as une étude qui n'a pas mentionné de référence, il y a déjà un gros problème et c'est pas une vraie étude scientifique. On va donc pouvoir commencer avec le premier critère. Le premier critère, c'est la conception de l'étude. En fait, il existe différents types d'études qui sont rapportées sur le diaporama. Et celles-ci ont différents poids du point de vue scientifique. Il y en a qui sont plus fiables que d'autres, qui vont être plus généralisables que d'autres. Donc au plus bas de la pyramide, on a évidemment les études sur les animaux et en laboratoire sur des cellules, etc. Tout simplement parce qu'on ne travaille pas sur l'humain, donc les résultats ne sont pas forcément extrapolables à la race humaine. Au-dessus de ça, on a les opinions d'experts, donc juste des opinions d'un médecin par exemple sur les observations qu'il a fait sur ses patients. Ce n'est pas une étude qui a été menée, contrôlée, etc. Donc ça reste d'un niveau très bas de preuve. Ensuite, on monte d'un étage. On a les études qui sont descriptives, c'est-à-dire qu'elles décrivent des choses qui ont été observées. On a les études de cas. Donc là, par exemple, c'est un patient qui est atteint d'une telle maladie et qui développe tel symptôme. Il y a des études scientifiques qui reportent juste un cas et qui en parlent. C'est ce qu'on appelle une étude de cas. Après, on a des séries de cas. Donc c'est juste plusieurs cas qui, de la même manière que ce que je viens de décrire, qui sont publiés. Et on a les registres qui sont le recueil de données qui ont été remplies par des participants. Donc là, on est également dans un niveau de preuve assez bas, où on ne peut pas dire grand-chose sur ce genre d'études. Ensuite, un petit peu plus haut, on a les études cas témoins. Une étude cas témoin, c'est une étude où on inclut des personnes qui ont une condition particulière, par exemple une maladie, et on observe, en fonction de questionnaires qu'on leur pose, des expositions, par exemple, qu'ils auraient pu avoir de manière rétrospective, qu'ils auraient pu avoir auparavant. Par exemple, dans une étude, on peut inclure des personnes qui ont un diabète, leur demander leurs habitudes alimentaires, et on va observer que les personnes qui ont un diabète de type 2
ont plus tendance à consommer dans leur alimentation des produits transformés par rapport à un groupe qui n'a pas de diabète. Donc ça, c'est une étude cas témoin. Ensuite, on a des études de cohorte, où c'est un petit peu l'inverse des études cas témoin. C'est-à-dire qu'on commence par sélectionner des personnes en fonction de leurs expositions et on les suit au fil du temps pour observer un effet qui apparaît. Pour prendre le même exemple, cette fois-ci, on sélectionne les patients en fonction de leurs habitudes alimentaires. On attend et on observe s'il y a un diabète qui apparaît. Donc ça, c'est une étude de cohorte, c'est une étude prospective. Au-dessus de cela, on a les essais contrôlés randomisés. Alors tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire la randomisation ? En gros, c'est une attribution aléatoire d'un participant à un groupe. Donc dans ces essais, on forme deux groupes, tout comme dans les études de cohorte et les études cas témoins. Donc un groupe contrôle et un groupe témoin. Et cette attribution, elle est faite au hasard. C'est ça que ça veut dire la randomisation. Contrôler, ça veut dire qu'il y a une comparaison entre deux groupes, un groupe contrôle, un groupe témoin. Donc un essai contrôlé randomisé, ça pourrait être par exemple pour vérifier l'efficacité d'un médicament. Donc on donne à un groupe le médicament, on donne à l'autre un placebo, et on observe la survenue ou pas d'effets indésirables, la survenue ou pas, enfin l'amélioration ou non de la situation, etc. Donc là, c'est une étude interventionnelle. Dans l'essai contrôlé randomisé, il y a une intervention. On choisit que la personne soit exposée à une condition, soit exposée à quelque chose. Ce qui n'est pas le cas dans l'étude de cohorte et l'étude cas témoin, où là, c'est une étude observationnelle, donc on observe des gens qui ont certaines expositions. Ce n'est pas nous qui exposons la personne à ce qu'on veut étudier. Ensuite, au-dessus de cela, on a les revues systématiques. Qu'est-ce que c'est une revue systématique ? C'est une synthèse complète et objective des preuves disponibles sur un sujet donné. Concrètement, c'est une étude qui regroupe plusieurs études qu'elle a sélectionnées pour faire un résumé. Et la méta-analyse, le niveau le plus haut de preuve, c'est une technique statistique qui combine quantitativement les résultats de plusieurs études indépendantes pour évaluer un effet global. Donc une méta-analyse peut très bien faire partie d'une revue systématique. La méta-analyse, ça désigne simplement une technique statistique qui permet d'évaluer un risque global. Donc par exemple, si on a dans une revue systématique, elle prend plusieurs études qui montrent, qui ont différents résultats. En fait, la méta-analyse, elle va combiner ces différents résultats pour en avoir un autre, pour estimer quelque chose. D'accord ? Donc c'est le niveau le plus haut de preuve. Donc plus il y a de preuves, plus le niveau est haut, moins il y a de biais. Un biais, c'est quoi ? C'est une erreur qui va influencer les résultats de l'étude. Donc l'intérêt, c'est d'être au plus haut de la pyramide. Donc j'ai choisi d'attribuer 0 point pour une étude qui est une étude de cas ou une opinion d'expert, ou bien une étude de laboratoire ou chez l'animal. 1 point pour une étude qui est une étude transversale ou une étude descriptive, donc les études de cas, série
ou les registres. 2 points pour les cohortes et les cas témoins, sachant que les cohortes sont au-dessus que les cas témoins en réalité, mais j'ai décidé de mettre les deux ensemble. Et au-dessus de cela, les essais contrôlés randomisés, les revues systématiques et les méta-analyses qui disposent de 3 points. Donc première chose. Ensuite, deuxième chose, la taille de l'échantillon et donc la puissance statistique. Plus un échantillon va être grand, plus il y aura de personnes qui participent à l'étude, plus la force, plus la puissance statistique va être élevée. Pour t'expliquer ça, je vais prendre l'exemple d'une pièce auquel on tirait au pile ou face. Je pense que tu sais bien qu'il y a autant de chances de faire pile que de faire face. Sauf que si on fait 3 tirages par exemple, et qu'on obtient 3 piles, et bien là, on va dire dans notre résultat d'étude que non, il n'y a pas 50% de faire pile, 50% de faire face, il y a 100% de chances de faire pile. Donc en fait, ça c'est une erreur, c'est simplement dû... c'est aléatoire, c'est juste une erreur aléatoire, c'est juste le hasard. Donc plus il y a de tirages, là en l'occurrence dans mon jeu, plus il y a de force statistique. Donc c'est la même chose dans les études, plus on a de participants, plus l'étude est forte statistiquement. Donc j'ai décidé de prendre quelques valeurs pour que tu aies une idée. J'ai décidé d'attribuer 0 points si l'étude dispose de moins de 30 participants, 1 point s'il y a entre 30 et 100 participants, 2 points s'il y a entre 100 et 300 participants, et 3 points s'il y a plus de 300 participants. Maintenant, on passe au conflit d'intérêts et le financement. Donc ça paraît assez évident que si une étude est soumise à des conflits d'intérêts, les résultats vont être influencés, que ce soit de manière volontaire ou non. Par exemple, si une étude est portée sur un médicament et que celle-ci est financée par une industrie pharmaceutique qui commercialise ce médicament. Que ce soit de manière volontaire ou non, il va y avoir une influence sur les résultats. Ça paraît assez logique. Donc l'intérêt, c'est que l'étude ne soit exempte de conflits d'intérêts. Donc j'ai décidé d'attribuer 0 point s'il y a des conflits d'intérêts majeurs affectant la neutralité, 1 point si les conflits d'intérêts sont non adressés ou le financement est obscur, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas mentionnés. Là c'est 1 point. Si les conflits sont potentiels ou le financement est partiellement déclaré, on donne 2 points. Et s'il n'y a aucun conflit d'intérêt et que le financement est totalement transparent, dans ce cas-là, on donne 3 points. Ensuite, la qualité de la source. Il y a des sources qui sont plus ou moins fiables. Et ça, c'est un élément assez simple de pouvoir évaluer si une étude est fiable ou non. Donc si ça s'est sorti dans un journal à haut facteur d'impact, qui est bien révisé par les pairs, on a 3 points. Je vais peut-être préciser qu'est-ce que ça veut dire révisé par les pairs. La révision par les pairs, en gros, c'est une évaluation par des experts, ce qui conditionne la publication d'une étude dans une revue scientifique, mais pas forcément, par exemple, sur une plateforme telle que PubMed. Donc si une étude scientifique est publiée dans un journal, eh bien il aurait été révisé par les pairs. Et c'est un élément qui donne du poids à l'étude. Donc si un journal a un haut facteur d'impact est révisé par les pairs, il y a 3 points. Si le journal est spécialisé avec révision par les pairs, il y a 2 points.
Si c'est publié dans un journal spécialisé, on attribue 2 points. Si la source ou le journal est peu connu, mais qu'il est quand même révisé par les pairs, on donne 1 point. Si la source n'est pas révisée par les pairs et elle est de faible crédibilité, on attribue 0 point. Et puis dernière chose, l'actualité de l'étude. Donc pareil, ça paraît assez évident. Je vais revenir sur le dernier point, au niveau de la qualité de la source. Je pense que ça peut être intéressant de te donner des noms de journaux qui sont assez réputés. Je vais te donner les 5 plus réputés. On a le New England Journal of Medicine, avec l'acronyme NEJM. On a Nature, Science, Cell, The Lancet. Donc tout ça, c'est des journaux qui sont assez réputés, dans lesquels tu peux lire des études en étant sûr que la source est de qualité. Donc revenons à l'actualité de l'étude. L'étude doit donc être récente, ça paraît évident, puisque la science évolue constamment. Donc si l'étude est très vieille, il y a des grandes chances que les données scientifiques, les connaissances aient évolué depuis. Donc on attribue 0 point si ça fait plus de 15 ans qu'elle a été publiée, 1 point si ça fait plus de 10 ans, 2 points si ça fait plus de 5 ans, enfin entre 5 et 10 ans du coup, et 3 points si elle est récente de moins de 5 ans. Ensuite, comment interpréter ce score qui prend en compte la conception, l'actualité, la source, le conflit d'intérêts et la taille de l'échantillon. Si le score fait entre 0 et 4 points, on peut se poser des questions concernant la validité, la pertinence ou la réputation des auteurs. Si c'est entre 5 et 8 points, l'étude est valide avec une pertinence moyenne. On peut potentiellement faire des améliorations, notamment sur la méthodologie. Si c'est entre 9 et 12 points, l'étude est considérée comme solide, avec quelques limitations, sûrement d'une source crédible et relativement récente. Si le score fait entre 13 et 15 points, on peut considérer que l'étude est de haute qualité, pertinente, soutenue par une institution réputée et actuelle. Maintenant, je te laisse tranquille faire un exercice. Avant de t'exposer mes critiques à moi, je vais te laisser aller sur internet, taper le nom de l'étude que j'ai mentionnée au départ et appliquer ce que je viens de t'apprendre. Tu vas devoir faire un score à la base de la conception, actualité, source, conflit d'intérêts et taille, comme je l'ai dit. Pour cela, tu tapes sur ton navigateur 8-hour time restricted eating linked to a 91% higher risk of cardiovascular death, qui a été publié par American Heart Disease Association. J'ai fait une erreur dans mon diaporama. C'est American Heart Association. Donc je te laisse 5 secondes pour faire pause et faire l'exercice. Ok. Alors, au cas où, si tu n'as pas réussi à trouver l'étude, je vais la présenter. Et tu feras quand même l'exercice. Donc pour le contexte, l'étude a été publiée par Victor Zhong Wenz.
c'est l'auteur principal, même s'il y en a d'autres. Elle a été présentée par American Heart Association sous la forme d'un poster scientifique le 27 mars 2024. L'association en question, elle est à but non lucratif, mais elle reçoit principalement des financements de particuliers, également de fondations et d'entreprises. L'association dispose de politiques strictes pour éviter que ces relations n'influencent le contenu scientifique. Il est possible de consulter ces financements sur leur site. Au niveau des matériaux et des méthodes utilisées pendant cette étude, il y a 20 000 participants qui ont été divisés en 5 groupes en fonction de leurs habitudes alimentaires qu'ils ont auto-déclarées. On a donc 5 groupes, un groupe qui mange sur une fenêtre de moins de 8 heures, un groupe qui mange entre 8 heures et 10 heures, sur une fenêtre, hein, c'est pas à 8 heures du matin. Un groupe qui mange sur une fenêtre de 10 à 12 heures, un groupe qui mange sur une fenêtre de 12 à 16 heures, et un groupe qui mange sur une fenêtre supérieure à 16 heures. Sachant que le groupe contrôle, le groupe de référence, est celui qui mange de 12 à 16 heures. Ensuite, les participants ont été suivis sur une période de 8 ans pour observer l'apparition de maladies cardiovasculaires. Également, au départ de l'étude, il a été recueilli les maladies du patient, s'il est atteint d'une maladie déjà cardiovasculaire ou s'il est atteint d'un cancer. Les principaux résultats de l'étude sont que le groupe qui suivait un programme alimentaire restreint à 8 heures, à moins de 8 heures, présentait un risque de décès par maladie cardiovasculaire de plus de 91% par rapport au groupe de référence. Il a été également montré que le groupe atteint de cancer, qui suivait un programme alimentaire sur lequel il mangeait sur une période de plus de 16 heures, présentait un risque de décès par maladie cardiovasculaire diminué de 47% par rapport au groupe de référence. Donc pareil, je te laisse 5 secondes pour faire pause à l'épisode pour faire l'exercice si tu n'as pas réussi à trouver l'étude. Ok. Donc une fois que c'est fait, maintenant, je vais te donner mon analyse de l'étude. Alors, en fonction du score que je t'ai donné, au niveau de la conception, j'ai donné 2 points. Pourquoi ? Parce que c'est une étude de cohorte. Elle elle inclut des patients en fonction de leurs expositions. L'exposition ici, c'est leurs habitudes alimentaires. Et l'apparition de risques cardiovasculaires, de maladies cardiovasculaires au cours du temps. Donc j'ai attribué 2 points pour ça. Au niveau de l'actualité, bon, c'est très actuel, c'est 2024, donc on a les 3 points. Au niveau de la source, ça peut porter à confusion. Peut-être que tu as mis plus que 0 points parce que ça provient de American Heart Association, qui semble être une association de renommée. C'est vrai, mais en réalité, l'étude n'a pas encore été publiée et elle n'a pas été revue par les pairs. Donc j'attribue 0 points pour cela. Au niveau de la taille, on est sur 20 000 participants, donc c'est largement suffisant. On attribue 3 points. Et au niveau des conflits d'intérêts, j'ai mis 2 points parce qu'il y a quand même des financements provenant d'industries pharmaceutiques. Même si ça a l'air très contrôlé, je ne mets pas les 3 points. Donc on arrive sur un total de 12 points sur 15. Ce qui semble plutôt pas mal, selon ma définition du score. Ce serait donc une étude assez solide, avec quelques limitations,
c'est d'une source crédible et relativement récente. Alors oui, mais justement, je te montre ça pour pouvoir t'illustrer à quel point mon score, il n'est pas parfait. Il a beaucoup de limites. D'abord, les différents critères que j'utilise ne sont pas pondérés, ils sont tous évaluables de 0 à 3, alors qu'il y en a certains qui auraient plus de poids que d'autres. Par exemple, les conflits d'intérêts, c'est vraiment primordial. Il ne faut pas qu'il y ait de conflits d'intérêts. Donc techniquement, ça a plus de poids que l'actualité. Deuxième chose, certains critères ne sont pas hyper valides. Par exemple, au niveau de la taille. En fait, le nombre de participants nécessaire pour montrer une significativité est très variable en fonction des études. Il y a des calculs pour calculer le nombre de personnes qu'il est nécessaire d'inclure dans une étude pour démontrer des résultats interprétables. Donc, les valeurs que j'ai données sont presque arbitraires, ce pourquoi il y a également des limites à mon score. Et troisième chose, c'est qu'il manque énormément d'éléments. Au début de l'épisode, j'ai dit euh, que c'était dans méthode et matériel, la rubrique méthode et matériel de l'étude, que l'on pouvait vraiment analyser si une étude est fiable ou non. Sauf que ici, comme tu peux le voir sur mon score, on n'a pas tellement besoin d'aller dans matériel et méthode. Donc, par définition, il manque beaucoup de choses. Mais c'est pas grave, je vais t'illustrer avec mon analyse toutes les limites de cette étude. Ce score, il a quand même un intérêt, il fonctionne partiellement, mais il est quand même intéressant pour le grand public pour pouvoir évaluer à peu près la fiabilité d'une étude. Donc si ça t'intéresse que j'approfondisse le sujet et que je produise un autre score ou juste une formation sur comment évaluer qu'une étude est fiable ou non, eh bien fais-le moi parvenir via la, la rubrique qu'avez-vous pensé de l'épisode en bas de cet épisode-ci, ou bien sur Instagram, sur le compte Nuance et Sciences, que je mettrai en description. Donc maintenant, mon analyse un petit peu plus approfondie. Déjà, on a un gros souci avec cette étude, c'est qu'elle n'existe pas. En fait, l'étude n'a pas été publiée encore. Il s'agit, comme je l'ai dit euh, dans, dans ma présentation de l'étude, d'un poster scientifique. Donc un poster scientifique, c'est quoi en gros? C'est juste un résumé de l'étude qui montre les résultats et à peu près quelles méthodes ils ont utilisées, etc. Mais c'est pas l'étude en elle-même, donc on peut pas. En fait, on a très peu d'informations sur l'étude. Elle n'est pas encore publiée, elle n'a pas encore été revue par les pairs non plus, donc ça ne lui donne pas un gros poids scientifique du tout. On va commencer par les forces, on va dire ce qui est bien. Au niveau de la taille de l'échantillon, on est à 20 000 personnes, donc c'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Du temps de suivi également, c'est bien sur 8 ans, ça permet vraiment d'avoir une bonne vue d'ensemble. Et au niveau de la source, si c'est bien évalué par les pairs et que c'est validé, normalement ça va être publié par American Heart Association, qui est pour le coup une bonne source sur les maladies cardiovasculaires des Américains, en l'occurrence. Maintenant, au niveau des limitations, il y en a beaucoup. J'ai déjà mentionné la plus importante. Ensuite, on en a d'autres. Tout simplement parce que cette étude, elle peut porter de nombreux biais. D'abord, un biais, en fait, des biais qui sont dus au fait que ce soit une étude de cohorte. Parce que par définition, elle est accompagnée de biais, malheureusement, qui peuvent être plus ou moins contrôlés. Les premiers biais dont j'ai envie de parler, c'est le biais de mesure. En fait, pour savoir les habitudes alimentaires des participants, ils ont dû remplir un questionnaire où ils disaient « Ah tiens, je mange
sur une période de moins de 8 heures. Ah tiens, je mange entre 12, enfin sur une fenêtre de 12 à 16 heures. En fait, c'est pas les meneurs de l'étude qui ont recueilli directement les informations, c'est vraiment les participants qui les ont déclarées eux-mêmes. Donc ça peut porter à de nombreux biais. Par exemple, si un patient, si un participant a oublié, euh, eh ben, c'est évident qu'on ait un biais. Aussi, sur la période de 8 ans où ils ont été suivis, il n'y a que 2 déclarations qui ont été faites en moyenne. Donc ça, c'est assez flou aussi, on ne comprend pas trop pourquoi sur 8 ans, il n'y a eu que 2 déclarations qui ont été faites, alors qu'on aurait pu en faire plus. Donc finalement, on ne sait pas si la personne elle a suivi ce régime restreint sur toute la période des 8 ans ou pas. Pareil, on ne sait pas quand ces déclarations ont été faites. Peut-être que c'était les, les auteurs qui envoyaient le questionnaire à tout le monde à un même moment. Et par exemple, s'ils ont fait ça pendant le ramadan, eh ben, tous les musulmans ils sont en jeûne. Donc on va avoir grave une surestimation du nombre de personnes qui sont en restriction. Et ça pourrait également exposer à des biais. Ensuite, au niveau des biais de confusion, on en a beaucoup. Donc par exemple, dans l'étude, il semblerait qu'il n'ait pas pris en compte le contenu nutritionnel euh, des aliments en fonction des différents groupes. Donc c'est possible, par exemple, que les personnes qui mangent que sur une période de 8 heures, bah, vu qu'il faut compenser au niveau calorique, ils vont manger des choses plus grasses, moins bonnes, un petit peu plus de junk food. Donc pour le coup, ça pourrait être un gros biais. En fait, les résultats, le risque cardiovasculaire n'est pas lié à la fenêtre en elle-même, mais à la consommation, au contenu nutritionnel des aliments qui est différent entre les groupes. Ensuite, vu que l'étude elle n'a pas été publiée, on ne sait pas en fait si les groupes sont équivalents. Parce que dans une étude, il faut évidemment que le groupe contrôle et le groupe témoin soient comparables. C'est-à-dire qu'évidemment, ils ont une différence, c'est au niveau de l'exposition, mais sur le reste des points, ils doivent être pareils. Il faut qu'il y ait autant d'hommes dans le groupe A que dans le groupe B, autant de femmes dans le groupe A que dans le groupe B, pour qu'ils soient comparables. Ici, on ne sait pas, vu que l'étude n'a pas encore été publiée, mais on voit quand même certaines choses. On voit par exemple en fonction des groupes, il y a une différence de distribution vis-à-vis de la couleur de peau. Dans le groupe des personnes qui mangent sur une fenêtre de moins de 8 heures, il y a 50% de personnes de couleur blanche, contre 23% de personnes de couleur noire. Donc ça pose pas de problème, sauf s'il y a des différences entre les différents groupes. Et ce qu'on observe, c'est que sur le groupe qui mange sur une fenêtre de plus de 16 heures, il y a 75% de personnes de couleur blanche et 7%, 7,7% de personnes de couleur noire. Donc là, on ne sait pas si c'est significatif cette différence. En fait, ça dépend de calcul, mais vu que l'étude n'a pas été publiée, on ne sait pas. Mais on pourrait peut-être se dire qu'il y a plus de noirs dans le groupe qui mange sur une fenêtre de moins de 8 heures et plus de personnes blanches sur le groupe qui mange sur une période de 16 heures. Or, chose importante, et chose qui est assez admise dans la communauté scientifique, c'est que l'éthnie a une influence sur le risque de maladies cardiovasculaires. Donc évidemment, si les groupes sont différents, si on a plus de personnes de couleur noire dans le groupe qui mange euh, sur une période de temps plus restreinte, eh bien en fait ça ne va pas être dû au jeûne intermittent en lui-même, mais plutôt à l'ethnie de la personne. Pareil du côté du statut socio-économique.
peut-être que les personnes en difficulté financière ont plus tendance à être en jeûne intermittent, pas forcément de manière volontaire par exemple. Si, euh, si on est en manque d'argent, peut-être qu'on va sauter le petit déjeuner et donc qu'on va manger sur une période de temps plus courte. Ou bien si on n'a pas le temps, si on est stressé le matin, qu'on doit se dépêcher pour aller au travail, etc. Donc le statut socio-économique, il peut jouer. Pareil sur le travail, il y a des travails où les horaires font que on va manger à telle heure. Donc c'est les travails par exemple comme un conducteur de poids lourd, un agent de sécurité ou encore les professionnels de santé. Ça, ce sont des métiers qui sont, pareil, c'est assez connu que leur risque, euh, enfin, le risque cardiovasculaire est augmenté dans ce genre de métier. Et peut-être que les habitudes de vie de ces personnes est associée avec le jeûne intermittent. Et puis dernière chose qu'on pourrait potentiellement dire, mais c'est peu probable, c'est que la causalité soit inverse. Alors je m'explique. Par exemple, tu as quelqu'un qui est en obésité, qui va voir son médecin. Son médecin, il lui a fait un bilan lipidique, donc au niveau des lipides euh, dans, son, dans son sang. Il observe qu'il a des facteurs de risque vis-à-vis de ses résultats biologiques. Il discute avec lui, il lui dit ok, c'est pas encore trop grave. Euh, il lui propose des mesures hygiéno-diététiques. Il lui propose de faire un régime. Il lui propose de perdre du poids, ce qui pourrait diminuer son risque cardiovasculaire. Donc le patient est super, il est content, il veut bien faire ça et tout. Donc il rentre chez lui, il regarde la télé, il entend parler du jeûne intermittent. Parce que le jeûne intermittent, c'est assez médiatisé, c'est assez connu ces derniers temps. Donc il entend ça et des bienfaits vis-à-vis de la perte de poids et tout ça, tu fais oh vachement bien, je vais faire un jeûne intermittent. Donc il fait son jeûne intermittent, mais malheureusement malgré tous ses efforts, notre monsieur, eh ben, il meurt d'une maladie cardiovasculaire comme l'avait prédit son médecin. Donc là en fait il y a une causalité inverse. C'est pas le jeûne intermittent qui a causé la maladie cardiovasculaire, c'est les personnes qui ont des maladies cardiovasculaires ont plus tendance à faire le jeûne intermittent pour compenser leur maladie par exemple. Donc pourquoi je dis que c'est peu probable? Parce que c'est un risque réel, mais il a été contrôlé par l'étude. Dans le sens où, avant de commencer l'étude, ils ont recueilli les pathologies des patients. Donc on savait qui avait une maladie cardiovasculaire, qui avait un cancer. Donc on savait déjà les personnes pour lesquelles la maladie était déjà déclarée. Donc c'est peu probable, à part si ça a été mal réalisé. Donc voilà, tout ce que je peux dire sur cette étude. Euh, Après, on manque énormément d'informations, vu qu'on n'a pas l'étude scientifique, en réalité, on a juste un résumé. Maintenant, je vais aborder un truc assez intéressant, pareil. C'est plus vraiment sur l'analyse d'une étude scientifique en elle-même, mais c'est sur l'interprétation de celle-ci dans un contexte. Tout simplement, essayer de établir un lien de causalité, ici en l'occurrence, entre la maladie cardiovasculaire et le jeûne intermittent. Donc pour cela, j'utilise les critères de Hill. Les critères de Hill, ils sont 9 et ils permettent donc d'établir une causalité entre deux choses, entre une cause et un effet. Donc il y en a 9 et on commence par la force. Concrètement, plus l'ampleur des effets qui sont observés, plus il y a d'ampleur de ces effets, plus il y a de chances qu'il y ait un lien de causalité. Ensuite, la stabilité, plus les résultats observés, plus les effets sont observés sur une période de temps variable et dans un espace différent, donc entre différentes populations,
dans différentes études, plus les effets sont retrouvés, plus il y a de chances qu'il y ait un lien de causalité. Donc ça, c'est la stabilité. Ensuite, la cohérence. Il faut que les résultats de l'étude soient cohérents avec les connaissances actuelles qu'on a sur le sujet. Donc est-ce que l'étude contredit des études précédentes ou au contraire est-ce qu'elle en confirme? Pareil, ça paraît évident, plus il y a de chances, il y a plus de chances qu'il y ait un lien de causalité si ça confirme d'autres études. Donc ça revient un petit peu au même que la stabilité. C'est un petit peu lié à la stabilité. La spécificité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une cause particulière va donner un effet particulier. Pour te donner un exemple, ce qui est très aspécifique, c'est de dire... Non, je vais d'abord dire ce qui est très spécifique. Par exemple, le lien qui a été démontré entre l'amiante, l'exposition à l'amiante et le mésothélium, qui est un cancer de la plèvre, c'est très spécifique. On a un composé chimique et un cancer très spécifique. C'est pas la même chose que d'essayer de démontrer une relation entre un minéraux, donc l'amiante c'est un minéraux, et le cancer. On est exposé à des minéraux dans notre alimentation et tout ça, et ça ne nous expose pas forcément à un cancer. Donc c'est très aspécifique, et donc il y a très peu de liens de causalité. Donc plus c'est spécifique, plus il y a de chances qu'il y ait un lien de causalité. Plus c'est spécifique dans l'étude. Ensuite, on a la temporalité, donc ça c'est une condition qui est primordiale, qui est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante pour déterminer une causalité. C'est que évidemment, il y ait la cause avant l'effet. Il faut bien que la cause précède l'effet. Sinon, ça fait une relation inverse, comme je l'ai décrit précédemment avec la personne obèse. Ensuite, la relation dose-effet. Évidemment, plus l'effet, plus la dose est élevée, plus l'effet augmente, on peut dire qu'il y a peut-être un lien de causalité. Maintenant, la plausibilité. Ça, c'est si on est capable d'expliquer le mécanisme en jeu dans le lien de causalité observé. Ensuite, l'expérimentation. Donc ça, c'est est-ce que les résultats de l'étude ont été démontrés dans des expérimentations sur des animaux ou en laboratoire. Et pour finir, l'analogie. Donc est-ce qu'on est capable de faire l'analogie avec un autre processus physiopathologique, avec un autre phénomène qui a lieu dans la nature, etc. Donc maintenant, comme on l'a fait tout à l'heure, je te laisse 5 secondes pour faire pause, réfléchir par rapport à l'étude de cas que je t'ai proposée et essayer de conserver, de choisir ou non les critères qui s'appliquent à l'étude en question. En attendant, je bois un peu d'eau. Ok, alors on y va. D'abord au niveau de la force. Alors on peut dire qu'il y a une force assez élevée puisque dans l'étude ils disent 91% de risque cardiovasculaire qui est augmenté chez la personne qui est sous jeûne intermittent. Donc la force, on peut la considérer comme élevée. Au niveau de la stabilité, on ne l'a pas puisqu'il n'y a pas d'autres études qui ont démontré cela. Au niveau de la cohérence non plus, parce que justement les études précédentes qui portent sur le sujet montrent plutôt un effet bénéfique du jeûne intermittent sur la maladie cardiovasculaire parce que ils montrent une amélioration au niveau des marqueurs de risque cardiovasculaire que sont la glycémie, le cholestérol, etc. Et le stress oxydatif. Donc on montre plutôt l'inverse, donc c'est pas cohérent. Au niveau de la spécificité, on n'y est pas trop. Au niveau du jeûne intermittent, on y est parce qu'on sait vraiment, c'est pas écrit jeûne intermittent, c'est vraiment écrit
une fenêtre d'alimentation restreinte à moins de 8 heures, donc c'est assez spécifique ça. Par contre, la maladie cardiovasculaire, c'est pas du tout spécifique, il y a plein de maladies cardiovasculaires, donc au niveau de la spécificité, on n'y est pas trop. Au niveau de la temporalité, donc c'est une étude de cohorte, donc par définition, la temporalité devrait y être. La relation de dose à effet, c'est assez nuancé, vu qu'on n'a pas l'étude, on ne sait pas tellement, mais j'ai décidé de la prendre pour être de leur côté, parce que, par exemple, dans le groupe de personnes qui sont atteintes d'un cancer et qui mangent sur une période de plus de 16 heures, il est montré justement un effet bénéfique sur la mortalité. Enfin, du coup, ça réduit le risque de mortalité de manger sur une longue période de temps. Donc on pourrait se dire que plus on mange sur une courte période de temps, plus le risque est élevé. Donc on pourrait peut-être dire qu'il y a une relation de dose à effet, mais déjà le groupe n'est pas le même. Là, je parle du groupe de personnes qui est atteint d'un cancer, alors que les 91% de risque cardiovasculaire chez la personne qui fait un jeûne intermittent, c'est chez la personne normale, c'est chez tout le monde. C'est dans tout le monde dans le groupe. Donc je ne sais pas si on peut vraiment établir ça, on va décider de leur prendre ça pour dire que c'est quand même bien. Au niveau de la plausibilité, là c'est assez difficile aussi, c'est assez nuancé. En fait, on a des arguments qui pourraient être contre, des arguments qui pourraient être pour. Par exemple, les arguments qui pourraient être pour, on pourrait dire par exemple que si la personne mange sur une période de temps plus courte, ça veut dire qu'elle va manger plus en quantité. Et donc le pic de glycémie, le pic de lipides dans le sang en post-pandrial, donc après manger, va être plus élevé. Donc ça pourrait exposer à un risque de dysfonction endothéliale, de thrombose, etc. Donc, on pourrait se dire, ouais, peut-être, pourquoi pas. Pareil, on pourrait dire que pendant le jeûne, pour, pour envoyer de l'énergie à l'organisme, le cœur va devoir mobiliser le cholestérol dans le foie, etc., pour l'envoyer au reste du corps. Donc il va y avoir la voie endogène des lipoprotéines qui va être activée. Donc, autrement dit, le LDL va être majoritairement libéré, enfin pas le LDL directement, mais on va avoir du LDL, donc le mauvais cholestérol dans le langage public, qui va être libéré massivement dans le corps. En tout cas, qui va s'accumuler massivement. Et donc qui peut être plus à risque de développer des plaques d'athérome. Et donc de maladies cardiovasculaires. Donc là, on pourrait se dire oui, pourquoi pas. Après, de l'autre côté, on peut dire également que le jeûne intermittent, ça réduit l'inflammation, ça réduit le stress oxydatif et tout ça. Donc de l'autre côté, en fait, on a les arguments des deux. Donc je ne considère pas de plausibilité, c'est assez flou, on n'a pas encore les connaissances en fait finalement sur le sujet pour donner un mécanisme. Et au niveau de l'expérimentation, il n'y a pas d'étude à ma connaissance qui a été faite sur l'animal à ce sujet. Donc j'ai décidé de ne pas la mettre. Et au niveau de l'analogie, est-ce qu'on peut faire l'analogie avec des processus, d'autres processus? Bah oui, on peut. Et c'est pareil, c'est dans les deux sens, comme la plausibilité. Par exemple, on pourrait se dire, bah, le jeûne intermittent, ça provoque un petit peu un déséquilibre, un stress dans le corps. Finalement, comme le sport. Le sport, c'est un stress auquel on s'adapte et qui finalement est bénéfique. Donc, le jeûne intermittent est bénéfique. Sauf que le sport, c'est pas forcément bénéfique. Si on est en surentraînement, justement, là, ça va exposer à des risques de blessures, etc. Donc, peut-être qu'on peut considérer que moins de 8 heures de jeûne, enfin, manger sur moins de 8 heures, donc jeûner sur une période de plus de 12 heures, de 16 heures, pardon, peut-être que c'est trop et que c'est comme un surentraînement. Donc pareil, je ne considère pas qu'il y ait d'analogie, on a les deux exemples, ça marche pas très bien.
Donc on a un score de 3 sur 9, donc c'est peu probable que, en tout cas vis-à-vis des connaissances qu'on a actuellement, que le jeûne intermittent provoque des maladies cardiovasculaires. Donc voilà, on en a fini avec tout ça. Je mets toutes les sources sur la diapo comme tu peux le voir, et puis elles seront également dans la description si ça t'intéresse. On en a fini avec cette partie très technique, j'espère que ça t'a plu. Je prends ma petite gorgée. J'espère que ça va te servir et que dès que tu vas apprendre quelque chose dans la presse, etc., tu peux aller voir maintenant les sources et évaluer à peu près si la source est fiable ou pas. C'est assez intéressant. N'hésite pas à me donner un retour si tu veux que j'approfondisse le sujet, comme je l'ai dit. Pour cela, tu me contactes sur Instagram ou tu mets un commentaire en dessous de la publication de cet épisode, ou bien dans la rubrique qu'avez-vous pensé de l'épisode sur Spotify. Et puis voilà. Maintenant, je vais te parler du sondage de la semaine. Le sondage, c'est que j'aimerais savoir, en vue de tout ce que je viens de te montrer, de mon analyse de cette étude, est-ce que tu penses qu'il vaut mieux arrêter de faire le jeûne intermittent en vertu du principe de précaution? Donc est-ce que cette étude, même si elle n'a pas une grosse force statistique, il faudrait la suivre pour le principe de précaution, juste on évite, on se dit bah peut-être, donc on ne va pas faire de jeûne intermittent, ou bien au contraire, continuer malgré cette étude, et voilà. Donc j'aimerais savoir ton avis, est-ce que si tu faisais le jeûne intermittent, en tout cas moi c'est ma situation, c'est pour ça que j'ai trouvé cette étude très intéressante à analyser, est-ce que tu continuerais ou pas? Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je crois qu'on a fini. J'ai réfléchi, mais on a tout fait, hein. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. On se retrouve dans un mois, comme d'habitude. J'essaierai la prochaine fois de publier un petit peu plus tôt. Là, on est le 7 avril à l'heure à laquelle je tourne cet épisode. C'est assez tard, hein. Normalement, j'essaie de faire un podcast par mois. Dans l'idéal, le poster le premier du mois, ce serait pas mal. Je vais essayer de faire ça pour le prochain podcast. Je m'excuse pour tous ceux qui auraient été dans l'attente. Et voilà, je te souhaite un bon mois. Dernier truc, mais oui, j'allais oublier. J'allais oublier. Le défi du mois. Le défi du mois. Donc là maintenant, j'aimerais que tu essaies de réfléchir à un sujet qui te turlupine, un sujet qui t'intéresse. Par exemple, je ne sais pas. Hmm, alors juste parce que j'y ai pensé ces derniers temps, est-ce que la consommation de protéines expose un risque de dysfonction rénale? La consommation excessive en protéines. J'avais déjà un petit peu abordé le sujet sur un des premiers podcasts avec la créatine. Est-ce que ça expose donc à un risque de dysfonction rénale? Si c'est ce qui t'intéresse, si c'est ce qui te turlupine par exemple, tu vas essayer de retrouver une étude euh, sur Google Scholar ou PubMed, et je veux que tu essayes d'appliquer le score que je t'ai proposé, que tu évalues la fiabilité de cette étude, et ensuite n'hésite pas à me donner un retour dans la rubrique qu'avez-vous pensé de l'épisode, ou bien sur Instagram dans les commentaires de la publication de cet épisode. Tu me donnes un retour, tu me donnes le score que tu as donné et l'étude en question. Comme ça, moi c'est intéressant, je regarde, on interagit, et comme ça tu mets en pratique ce que j'ai appris, ce que je t'ai appris, pardon. Donc voilà, là c'est vraiment terminé pour de vrai. Je te souhaite un bon mois et à la prochaine.